mois et demi pour sensibiliser l'opinion. Il s'appelle Rémi Camus et il est notre invité ce soir. Bonsoir Rémi Camus, installez-vous, je vous en prie. Bonsoir. Nageur sauveteur de métier, aventurier. Par ailleurs, vous avez déjà traversé l'Australie en courant, vous avez descendu le Mekong en nageant et donc En hydrospeed. En hydrospeed. Et donc dernière expédition, donc ce Tour de France à la nage, plus de 100 jours en mer, on va regarder ce périple. Départ de Dunkerque le 1er juin, puis des villes comme Saint-Malo, La Rochelle, vous descendez la côte atlantique, Biarritz, Hendaye, la Méditerranée, Banyuls, Marseille, Saint-Tropez, 91 étapes pour arriver à Monaco, 3 mois et demi et 2635, on a fait le calcul, kilomètres plus tard. C'est donc un défi sportif et athlétique, mais c'est aussi un moyen d'attirer l'attention sur ce drame écolo qu'est la pollution des océans. Ça a été violent, d'abord physiquement, ce Tour de France. Je crois que vous avez pris 5 kilos avant de partir. J'ai pris 5 kilos avant de partir et j'en ai perdu 10. Pour supporter le froid de l'eau, c'est ça? C'est ça. Ouais, à Dunkerque, la température de l'eau était entre 8 et 10 degrés. Donc il a fallu supporter la température de l'eau parce qu'on avait des heures de nage qui étaient très longues, entre 12 heures à peu près, 12-13 heures par jour. Ouais. Donc il fallait supporter ça. 12-13 heures de nage par jour, ça c'est assez hallucinant. Thomas, je vous invite la prochaine. C'est quoi votre prochaine expédition? Vous invitez Thomas, d'accord? D'accord, ça marche. Ça marche. Avant de devenir un lanceur d'alerte, parce que vous êtes un peu aujourd'hui un lanceur d'alerte écolo de la pollution des océans, vous étiez réputé pour vos exploits sportifs extrêmes, hein, je l'ai dit. Vous avez aussi participé à un jeu d'aventure télévisé, une émission de survie, comme on dit, il faut survivre en milieu hostile, que vous avez gagné. Ce que je veux dire, c'est que vous n'étiez pas forcément un militant écolo convaincu de la première heure. Le déclic, il est venu quand et comment? Non, parce que j'étais dans la restauration, je suis maître d'hôtel de métier. Ouais. Donc il n'y a rien à voir avec... il est venu comment le déclic? J'ai lu un livre sur un aventurier, un franco-marocain qui a traversé l'Amérique en courant. J'ai lu le bouquin en une nuit et je me suis dit, si lui il a réussi, je peux le faire aussi. Et le fait de vouloir ouvrir les yeux du reste de l'opinion publique, je crois que vous avez, lors de votre aventure, c'était australienne, vous vous êtes retrouvé, parce que c'était très compliqué, à boire votre propre urine parce qu'il fallait survivre. En fait, il n'y avait pas d'assistance. Ouais. Simplement, j'étais tout seul en plein désert et à un moment donné, on est confronté. Et dans ce désert-là, vous prenez conscience de l'urgence écologique? De la rareté de l'eau. Ouais. Et il faut faire quelque chose pour ça, car moi, ça m'a affecté pendant 100 jours de course. Et il y a des personnes, c'est peut-être toute leur vie. C'est leur vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à militer pour l'accès à l'eau. Alors, pour ce Tour de France à la nage, vous avez nagé dans les eaux, on l'a vu, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Vous étiez suivi par un bateau qui ramassait les déchets. Je disais que vous aviez croisé plus de plastique que de poissons tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est largement vrai. C'est vrai. Alors concrètement, pour les gens qui nous regardent et qui peut-être habitent près de ces côtes où vous avez nagé, qui sont plus ou moins touchés, où est-ce que vous avez vu le plus de déchets? Entre l'entrée du port de Bayonne et Hendaye, donc la dernière ville française avant l'Espagne, on a une soupe de plastique à cet endroit-là. Et tous les plastiques sont écrits donc en espagnol, tout est écrit en espagnol. Donc j'ai appris par la suite qu'il y avait une décharge à ciel ouvert qui était en bordure du littoral espagnol et qui se déversait lorsque les conditions de mer étaient favorables pour ça. Et on retrouve donc tous ces déchets chez nous. Et on a par exemple 2 grandes villes qui sont tournées exclusivement sur on va dire, leur économie est tournée directement sur le littoral. Et vous avez Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Et en fait, on est confronté à régler des problèmes qui ne nous appartiennent pas, entre guillemets, parce que ce ne sont pas nos déchets, mais il faut les régler. Oui, ce sont des déchets avec beaucoup d'écriture en espagnol, hein, vous racontez. C'est à combien de kilomètres des côtes, ça? C'est à 700-800 mètres. À 700-800 mètres des côtes, il y a une soupe de déchets. C'est ça, sur 40 km à peu près. Il fait 3 mètres d'épaisseur? Oui, c'est ça. C'est hyper dur à imaginer. C'est ça. Ça empêche de nager? Non, pas du tout. Enfin, c'est juste intéressant parce que ça fait une visibilité différente de d'habitude. Ouais. Mais voilà, c'est une belle soupe de plastique. Et on a la même chose sur le bassin méditerranéen. Avec des déchets italiens, c'est ça? Exactement, entre le cap d'Antibes et Nice, on a sur la baie des Anges, qui est donc fantastique et magnifique, mais c'est une soupe de plastique également. Vous dites la Méditerranée, c'est une poubelle? Oui, c'est une vraie poubelle. Et les gens, forcément, y contribuent parce que les gens sont des porcs. Les gens sont des porcs? C'est intéressant ce que vous dites parce que on parle beaucoup de la prise de conscience écolo en ce moment, depuis notamment la démission de Nicolas Hulot. Et il y a ceux qui disent c'est pas aux citoyens d'agir parce qu'ils ne pourront jamais avoir le poids des politiques et des grandes entreprises. Et puis ceux qui disent plutôt comme vous, les gens sont des porcs et c'est à eux d'agir. On peut tous agir à notre niveau. Tout le monde doit agir, les grands industriels doivent mettre les choses en place. Les politiciens doivent, entre guillemets, obliger un peu les industriels à changer. À limiter la production de plastique et l'utilisation du plastique. Et puis ensuite, la finalité, c'est quand même le consommateur qui utilise sa cigarette, son mégot de cigarette, qui le jette dans la nature, qui jette sa paille, qui jette ses déchets. Ouais. Donc je pense que l'incivilité, il y en a énormément.
En 2017, l'association Gestes Propres, dont vous êtes le parrain, comptait l'équivalent de plus de 31 tours Eiffel de déchets en France sur un an. Pas que dans les océans, en France, 31 tours Eiffel de déchets. Ça fait 10 kilos de déchets chaque seconde. Pendant ce Tour de France, vous avez vu des scènes un peu insolites, comme je crois une pieuvre qui vivait dans un pneu. Bah oui, malheureusement, très bien. C'était au début un déchet, entre guillemets, il a été jeté là par quelqu'un. Et puis d'année en année, ce pneu est devenu un écosystème pour des animaux marins. Ouais. Et donc on a retiré ce pneu qui était un déchet, mais il est devenu un écosystème, une maison pour quelqu'un. Et donc on retire la pieuvre de ce pneu et on lui dit, débrouille-toi, retrouve une autre maison. Donc on redétruit un autre écosystème qui était, entre guillemets, créé par un déchet. Créé par nos déchets et par nos gestes à nous, les hommes. Camille, ça nous concerne tous, parce qu'il n'y a pas que dans les océans qu'on trouve du plastique. Oui, parce que vous avez nagé au milieu du plastique, mais d'après une étude qui est sortie récemment, nous, on mange du plastique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que cette étude, elle démontre qu'il y aurait dans les selles, en clair dans les excréments de la moitié de la population dans le monde, des traces de plastique. Très simplement, c'est quoi la solution? Vous dites qu'il y a une responsabilité des citoyens, on peut être des porcs, il faut qu'on arrête totalement le plastique. Qu'est-ce que vous... Non, parce que le plastique, on n'aurait pas la qualité de vie qu'on a à l'heure actuelle si le plastique n'existait pas. Ça, c'est une première chose. On n'a pas aujourd'hui de quoi remplacer le et en fait, c'est pas le plastique, la problématique, c'est la finalité, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois que celui-ci devient un déchet, tout simplement. Donc je suis persuadé que la solution passe également par le citoyen. C'est ce que j'expliquais sur les plages lorsque je sortais de l'eau après avoir fait 12 heures de nage. Je leur expliquais, ça prend 30 secondes de votre temps de collecter 3-4 déchets, de les porter à la poubelle. C'est à la portée de tout le monde. Donc tout le monde est capable de faire ce geste. Et j'arrive pas forcément à comprendre lorsque les gens viennent sur une plage, ils trouvent que le cadre est idyllique, il est juste agréable. On profite de la plage, on vient avec sa copine, on boit des bières et on laisse tout sur la plage pour repartir. Je comprends pas. Vous avez fini ce Tour de France plus en colère qu'au moment où vous êtes parti? Oui, parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Je ne pensais pas que les courants marins étaient propices à ramener des déchets en France. Et donc je le suis toujours. Mais en fait, c'est l'incivilité des gens qui m'a vraiment le plus choqué. Alors, je parle de bonnes nouvelles en lançant ce plateau, puisque cette semaine, le Parlement européen a voté un texte qui interdit certains produits plastiques à usage unique, comme les cotons-tiges, je disais, les couverts, les assiettes, les pailles en plastique. Il y a une ONG qui s'appelle Rethink Plastic, une alliance d'ONG pour un avenir sans plastique, qui a dit le Parlement européen est entré dans l'histoire. Vous dites bravo l'Europe Oui, je pense que c'est bien, oui, au contraire, carrément. La France est un bon élève, on peut le dire, sur cette lutte contre le plastique, parce qu'il y a une loi qui a été votée en début de mois, et grâce à l'action de certains sénateurs et députés, dans 14 mois, la liste de plastique jetable qu'on ne pourra plus utiliser en France, elle est assez longue quand même. Il y a couverts, gobelets, ça va jusqu'au pic à steak. Donc quand même, la liste est au pic à steak. Oui, j'ai découvert ça aussi. Et je peux vous dire d'ailleurs que vous avez un fan à l'Assemblée, un député qui est totalement anti-plastique et qui a travaillé sur cette loi. Il s'appelle François-Michel Lambert. Lui, il dit que votre action, elle est essentielle parce qu'en fait, vous rendez acceptable la perte d'un confort et d'une habitude. Vous avez conscience, vous, quand vous nagez comme ça dans cette mer de plastique, que vous avez cette influence-là, même sur des politiques que vous ne connaissez pas forcément? Sur des politiques, je ne sais pas, mais après, sur la population, oui, parce qu'on voit que les choses ont évolué. On a touché directement presque 23 000 personnes sur le Tour de France à la nage, autant avec les médias et puis les réseaux sociaux. Donc oui, on voit une évolution, on voit que les gens commencent à changer les choses. On se promène dans la rue, on voit facilement des gens avec leurs cigarettes écrasées dans leur petit cendrier de poche. Ouais. Donc on voit que ça change tout doucement, mais ça met trop de temps. Thomas, rapidement. Non, juste l'évolution des déchets, de nos déchets ménagers, c'est essentiellement les emballages, parce qu'il n'y a pas que la paille, etc. C'est aussi, quand vous achetez des gâteaux, un emballage par gâteau, etc. Et ça, c'est pas dans la loi. Votre regard, rapidement, après on doit rendre sur l'action de Rémi Camus? Oui, non, mais vraiment tout à fait méritoire. Le cœur de la contradiction qu'on touche, c'est que le plastique, les petites cuillères, etc., ça coûte pas cher. Donc on les jette, on s'en fiche. Et là, on voit quelque chose qu'on n'attend pas. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde dans lequel les produits industriels de cette nature ne coûtent rien. Et
Pour la terre, ça coûte très cher. Il y a un décalage considérable entre les deux. Donc il faut réinternaliser cette contrainte écologique parce que l'économie ne le produit pas spontanément. Ce sont des produits qui ne sont pas biodégradables. Ça restera 450 ans au fond des mers, la petite fourchette en plastique. Donc si on ne s'interdit pas de les consommer ou si on ne crée pas des impôts qui le remettent à leur juste valeur, pas pour la production du bien, mais pour l'écologie, alors ça peut durer encore très longtemps. C'est ça le cœur de cette histoire. Nous sortons du monde industriel, mais la terre, elle y entre. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Très rapidement, en tant que citoyenne, vous... Citoyenne, je ne peux qu'applaudir. Et en tant que citoyenne, je pense que c'est important qu'effectivement l'Europe se saisisse de ce genre de questions. Il n'y a que dans le multilatéralisme que nous arriverons à lutter contre le changement climatique et à préserver l'environnement. Et je vais retirer sur le sujet pour lequel vous m'avez invité. Si Jair Bolsonaro est élu, Au Brésil. c'est un grand frein pour la lutte contre le changement climatique parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très progressiste sur cette question. Merci beaucoup, merci Rémi Camus d'être venu Merci à vous. parler de ce Tour de France et de ce combat que vous portez, et on continuera à suivre vos futures aventures. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Les résultats des élections brésiliennes